Bonjour à tous et bienvenue dans le Non-Stop Info. Voici les titres. Code électoral, troisième mandat, révision du procès de Karim Wade. La commission du dialogue national sénégalais a rendu ses conclusions. Celles-ci ont été remises au président de la République Macky Sall. Les autorités tanzaniennes sont parvenues à un accord avec des investisseurs. Objectif, financer la production industrielle nationale afin de réduire les importations. Puis pour moderniser son aéroport, le Tchad obtient un financement de 32 millions d'euros de la part de la France. L'accord a été conclu en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Le rapport final des travaux du dialogue national lancé le 31 mai dernier au Sénégal ont été présentés samedi au chef de l'État Macky Sall. C'était lors d'une cérémonie officielle au Palais de la République en présence des acteurs politiques qui ont participé au dialogue boycotté par une importante partie de l'opposition. Le principe d'une révision du procès de Karim Wade, d'un possible troisième mandat du président Macky Sall pour 2024 figure parmi les principaux points au cœur du rapport final. Cheikh Omar Kamara. Le président sénégalais Macky Sall a salué samedi 24 juin à Dakar les conclusions du dialogue national qu'il avait lancé le 31 mai 2023, parlant à ce sujet d'un travail de qualité avec des propositions pertinentes et réalistes qu'il dit avoir acceptées globalement. À cette occasion, le chef de l'État s'est félicité également des 12 points d'accord du rapport sur les 16 points en débat. Il s'agit entre autres de l'éventualité d'une révision du procès de Karim Wade condamné en 2015 à 5 ans de prison pour enrichissement illicite et la modification de la loi pour ouvrir la voie à une candidature de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, à la présidentielle de 2024. Suivant la présentation de la synthèse du rapport général qui rend compte des travaux du dialogue national, j'ai noté sur les questions politiques 12 points d'accord sont des points majeurs sur les termes de référence qui figuraient dans le programme de discussion de la commission politique. Ce résultat est excellent, il faut s'en réjouir, dans la mesure où chacun de ces 12 points d'accord est une piste pour faire avancer la démocratie sénégalaise. La commission politique a en effet cristallisé toutes les attentions du fait du contexte préélectoral avec la présidentielle de février 2024. Le président Sall s'est félicité des consensus trouvés par les acteurs. Nous allons donc, dans des délais très raisonnables, trouver les moyens de présenter à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence les mesures législatives, mais aussi les mesures réglementaires, les décrets et autres arrêtés dans la suite qui vont refléter les accords qui ont été obtenus au profit de tous pour contribuer à la consolidation de notre modèle démocratique qui est déjà un modèle extrêmement avancé. Et j'ai eu à le dire, le Sénégal n'a pas de leçons à recevoir en matière de démocratie de personnes. Des formations politiques de l'opposition dont le parti PASTEF de l'opposant Ousmane Sonko et des organisations de la société civile n'ont pas participé au dialogue initié par le président Sall. En lieu et place, elles ont conduit un dialogue parallèle dénommé Dialogue du peuple et piloté par le F24, la plateforme des forces vives contre le troisième mandat. Dans l'actualité également, l'ouverture officielle en République démocratique du Congo des candidatures aux élections législatives nationales, annonce faite dimanche par la centrale électorale. Le scrutin va se tenir le 20 décembre prochain. Les enregistrements commencent ce lundi 26 juin. Au total, ce sont pas moins de 910 partis politiques qui ont officiellement été comptabilisés par les autorités congolaises à 6 mois des échéances électorales, la présidentielle couplée aux législatives ainsi qu'aux élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. L'Afrique dénonce depuis des années une injustice climatique. Le continent, responsable de seulement 4% des émissions mondiales de CO2, paie pourtant le plus lourd tribut au réchauffement climatique. Sécheresse, érosion des côtes et inondations, les défis climatiques du continent sont immenses.
Et pour y faire face, il faut mobiliser des financements. Plusieurs engagements financiers des pays les plus industrialisés ont été formulés ces dernières années à l'endroit des pays en développement et peu pollueurs, mais leur concrétisation se fait encore attendre. Eugène Schéma. 11 pages. C'est le volume des résolutions prises à Paris le 23 juin 2023 pour un système financier international qui se voudrait plus juste et plus équitable en faveur des pays vulnérables à la dette et aux crises diverses. Les divers engagements pris au sommet pour un nouveau pacte financier mondial ont été consignés sous le nom Consensus de Paris pour les peuples de la planète. Mais pour les chefs d'État africains présents à la clôture de cette rencontre, il faut passer de la parole aux actes. Le constat portant sur de nombreux engagements non tenus par les pays occidentaux, à l'instar des 100 milliards de dollars annuels attendus depuis 2009 pour soutenir l'action climatique dans les pays en développement, en compensation de la responsabilité des pays développés dans la pollution de la planète et les changements climatiques. Donc je reviens sur les promesses qui ont été faites. Le chancelier Schulz a dit, par exemple, que nous devons joindre le geste à la parole. Et c'est vrai, oui, nous voulons que les promesses se concrétisent. Le président Sassou hier a dit lors du dîner, 100 milliards de dollars ont été promis chaque année. Mais il disait aussi qu'il ne les a jamais vus. Et nous sommes nombreux ici à pouvoir témoigner que ces 100 milliards de dollars n'ont jamais été vraiment mis à notre disposition. Et c'est donc une question à laquelle il faut s'attaquer, car parfois je suis dans ce genre de conférence, comme aujourd'hui, on entend qu'il y aura telle ou telle somme qui sera mise à notre disposition, et nous vous croyons. Nous vous croyons, mais il faut maintenant qu'il y ait vraiment des actions concrètes qui soient prises. Du sud au nord de l'Afrique, le sentiment est partagé. Il faut dorénavant des actions concrètes, immédiates, des dirigeants occidentaux et pas des paroles répétitives dans la durée. Je vous parlerai de notre expérience égyptienne. Je serai bref. D'habitude, nous entendons beaucoup de promesses. Les leaders dans nos pays en développement ont l'habitude de promettre un monde meilleur, de promettre plein de choses au moment des élections. Mais moi, j'ai fait le contraire. J'ai promis à mon peuple de travailler, travailler et travailler. Et je ne me féliciterai d'aucun projet que lorsque nous serons arrivés au moment de l'inauguration de ce projet et de sa réalisation. L'Afrique, qui a le moins profité des progrès technologiques et qui doit faire face à des besoins importants pour assumer de meilleures conditions à sa population, plaide pour l'exploitation de ses ressources naturelles en vue de financer son développement, au moment où les pays occidentaux appellent à laisser en terre une partie des ressources naturelles, notamment les hydrocarbures, pour le bien de la planète. Sur ce point, la quasi-totalité des dirigeants africains de pays dotés de ressources minières ne sont pas d'accord. On en vient maintenant à cet accord passé entre le Centre d'investissement tanzanien et des investisseurs. Un accord de plus d'1 milliard de dollars destiné notamment à une dizaine de projets relevant du domaine de la production industrielle. L'agriculture, l'énergie figurent parmi les domaines visés par cet investissement. L'objectif étant de favoriser la politique gouvernementale en matière de réduction des importations. Mildred Yamou. 4 240 milliards de shillings, soit 1805 milliards de dollars pour réduire les importations de marchandises en Tanzanie. L'accord de financement signé le 23 juin 2023 entre le Centre d'investissement tanzanien et les investisseurs aidera à diminuer les importations de produits comme le sucre et le pétrole et à remédier à la pénurie de produits de base essentiels, notamment l'huile comestible, le ciment et les barres de fer selon le gouvernement. Le gouvernement tanzanien, par le biais du Centre d'investissement de la Tanzanie, essaie de mettre en place une politique afin vraiment de sortir de la dépendance des importations. On sait que les importations coûtent beaucoup, notamment aux investisseurs. Donc le but vraiment, c'est de mettre en place un projet en partenariat avec les investisseurs locaux afin vraiment d'essayer de développer une production locale et une consommation locale.
Dans le cadre des efforts visant à créer de manière significative des emplois, à réduire les importations et à économiser des devises étrangères, l'investissement sera versé dans 10 projets de production industrielle, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie et de la fabrication. Ces projets de substitution des importations devraient générer 16 355 emplois directs, d'après le ministère de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie. L'idée du gouvernement tanzanien est vraiment de mettre en place une politique d'autosuffisance. L'idée intéressante, ça va non seulement permettre de générer de l'emploi, c'est qui va permettre de réduire le coût de la vie, ça va renforcer la croissance et la compétitivité. Même si la Tanzanie est en bonne voie vers l'autosuffisance, avec 30 000 tonnes de sucre importées en avril 2023 contre 60 000 tonnes importées à la même période en 2022, le pays dépense en moyenne 470 milliards de shillings chaque année pour importer 205 000 tonnes d'huile comestible. La demande annuelle du pays en huile de cuisson s'élève à 570 000 tonnes contre 365 000 tonnes de production nationale. Pour la rénovation de la piste de l'aéroport de N'Djamena, les autorités tchadiennes sont parvenues à un accord avec la France, un accord de prêt qui porte sur 32 millions d'euros. Ce financement a pour objectif de permettre de renforcer les capacités opérationnelles de cet aéroport dont la piste ne répond pas aux normes internationales. Marie-Raphaël Antolo. Afin de rester ouvert au monde et contre le déséquilibre dans les rapports commerciaux internationaux, le Tchad est table sur ses infrastructures de transport et surtout sur le développement de ses aéroports. À cet effet, Tahir Hamid Guilin, le ministre tchadien des Finances, a signé le 22 juin 2023 à Paris un accord relatif à un financement de 32 millions d'euros de la France pour rénover la piste de l'aéroport international de N'Djamena. Cet accord de prêt a été signé en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Il s'agit d'un prêt consensuel constitué d'une subvention de 10 millions d'euros. Le Tchad est convaincu de l'utilité des mécanismes de financement innovants pour permettre aux pays les plus vulnérables d'investir dans un avenir résilient, inclusif et durable. D'après les autorités tchadiennes, la remise à niveau de la piste de l'aéroport international de N'Djamena permettrait d'améliorer les services aux aéronefs, notamment la sécurité durant les manœuvres de décollage et atterrissage, ce qui devrait renforcer la confiance des compagnies aériennes et contribuer à l'augmentation du niveau de fréquentation de l'aéroport. Pour le président tchadien, développer les infrastructures du pays s'inscrit dans le registre des objectifs visés par le pays quant à l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous sommes engagés sur 3 aspects. Premièrement, réussir la mise en œuvre des objectifs de développement durable pour éradiquer l'extrême pauvreté et améliorer la qualité de vie des populations. D'après les autorités tchadiennes, cet accord s'inscrit dans le cadre des investissements prévus pour renforcer les capacités opérationnelles de l'aéroport de N'Djamena, dont l'aérogare a été agrandi en plus d'un nouveau pavillon présidentiel inauguré en 2015. Longue de 2800 mètres et actuellement la seule disponible, la piste à rénover et exploitée depuis des décennies et ne répond plus aux standards internationaux actuels. Actualité sportive maintenant avec un point sur l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030 et la candidature marocaine. Le président du comité chargé de la candidature du Royaume s'est exprimé la semaine dernière, notamment sur la question des infrastructures sportives. Fawzi Lakdja a alors annoncé la réhabilitation de stades déjà existants, mais aussi la construction d'autres espaces. Les précisions de Tchèque Omar Kamara. La première réunion de la commission chargée de la candidature du Maroc à la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal s'est tenue le 22 juin 2023 à l'effet d'examiner les chantiers à aborder prochainement selon les responsables marocains à Rabat. La conférence a été consacrée à l'examen des grands axes de la candidature commune avec l'Espagne et le Portugal dans un avenir proche dans le but de mettre en œuvre un projet novateur et d'incarner un rêve longtemps caressé par le peuple marocain. C'était la première réunion ministérielle sur la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 en collaboration avec l'Espagne et le Portugal. Nous avons abordé le sujet le plus important pour concrétiser ce projet sous la tutelle de Sa Majesté le roi Mohamed VI et réaliser le rêve des Marocains.
Le royaume chérifien a souligné également la coopération du Maroc, de l'Espagne et du Portugal dans la préparation d'un appel d'offres solide. Il s'est dit convaincu que le document conjoint garantira le déroulement de la Coupe du Monde et répondra aux attentes du peuple marocain. Dans son offre côté infrastructure sportive, le Maroc compte mettre en avant 6 stades répartis entre les villes de Rabat, Agadir, Fès, Marrakech et Tanger. Il est également envisagé la construction d'un nouveau stade d'une capacité de 93 000 places à l'extérieur de Casablanca, ainsi que la possibilité d'inclure le stade de Tétouan. C'est pas fortuit le fait que le Maroc et l'Espagne et le Portugal déposent ensemble conjointement cette candidature pour la Coupe du Monde 2030. C'est une candidature, on va le dire, ibérique, pour faire allusion à la péninsule ibérique. Il faut dire que ces pays ont toutes les chances de leur côté. Et l'Espagne également, vous le savez très bien, est un pays calé sur le plan sportif. Et n'en parlons pas également du Portugal. Fouzi Legza, qui est également président du comité chargé de la candidature du Maroc au Mondial 2030, a ajouté que cette réunion fait suite à l'annonce faite par le roi Mohamed VI en mars 2023 à Kigali sur la candidature conjointe du Maroc, de l'Espagne et du Portugal pour organiser la Coupe du Monde 2030. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.